Madame, Messieurs, bonsoir. Le sang a encore coulé, comme c'est malheureusement le cas quasiment tous les jours au nord-ouest Cameroun depuis le début de la crise anglophone. Cette fois, c'est la localité de Missong, département de la Mentchoum, qui a été le théâtre d'un drame le 1er juin dernier. Selon un communiqué rendu public hier par le ministère de la Défense, des villageois ont trouvé la mort après une réaction, je cite, disproportionnée, précipitée, inadaptée et inappropriée des forces de défense déployées dans la zone. Bilan, 9 civils tués, parmi lesquels 4 femmes et une fillette de 18 mois. Des mesures conservatoires ont d'ores et déjà été prises et une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans ce qui s'apparente à une autre bavure de l'armée camerounaise. Que s'est-il vraiment passé à Missong? Sommes-nous là en face d'un autre Ngarbou? Dans quelles circonstances ces personnes ont trouvé la mort? On débrief juste derrière ceci. En revue et commenté, c'est avec le panel ici présent. On reçoit ce soir le colonel à la retraite Roger Cuitcheux. Colonel, bonsoir et bienvenue à Canal 2. Bonsoir madame. Nous vous recevons en votre qualité surtout d'analyste. C'est vrai, vous êtes un colonel à la retraite. Après toute une vie passée sous les drapeaux, vous présidez aujourd'hui aux destinées de votre cabinet, CEO de Best Practice. C'est quoi Best Practice Consulting? Best Practice Consulting, c'est un cabinet de consultance stratégique qui est spécialement dédié à l'application de la stratégie militaire aux entreprises. Donc il y a similitude entre les deux mondes économiques et militaires, dans le transfert, si vous voulez, les mêmes lois qui dirigent la guerre président aussi aux destinées de l'économie. Donc il y a de fortes chances, il y a cette similitude. Dans la guerre, on trouve des ingrédients qui permettent de booster l'économie. Voilà, c'est ce que fait Best Practice. En tout cas, on devrait bénéficier au cours de cette émission de vos qualités d'analyste, de géostratège. C'est une bibliothèque qui est à nos côtés ce soir. Il devrait enrichir ses joutes oratoires. Et en face de vous, on reçoit Fatouma Noura. Je ne me trompe pas sur le nom, pas Fatoumata, c'est bien Fatouma Noura, fervente militante du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs et à mes copanélistes. Je vais d'abord m'incliner devant la mémoire de ces victimes qui ont perdu la vie à Missong. Et je crois qu'on aura l'occasion de s'étendre sur le sujet. Et le temps qu'à votre droite, Monsieur Messi, Émile prenne place et que son matériel soit bien fixé, nous allons peut-être demander l'avis du colonel. Vous permettrez que je vous serve encore du mot colonel. 9 personnes, 9 civils tués dans cet incident de ce que le ministère de la Défense appelle incident à Missong. Comment on se sent quand on apprend pareille nouvelle? Déjà, il faut dire que sur un plan personnel, j'ai toujours pensé que la guerre, en tant que telle, était l'invention la plus stupide et la plus insensée de l'homme. Les gens ne le savent peut-être pas, celui qui a le plus peur de la guerre, c'est le militaire. Pas peur de la faire, mais peur parce qu'il est le premier à connaître les affres de la guerre. Vous avez des informations après coup, mais alors lorsque vous participez à une guerre, vous vivez les affres et ça vous marque comme au feu vert, au feu rouge toute votre vie. Donc pour moi, la guerre a toujours été une invention stupide, insensé, on ne sait pas d'où elle vient, on va vous dire que ça fait partie de la vie. Et ce qu'on sait des forces de défense, c'est que généralement les forces de défense de sécurité travaillent pour que des événements comme cela n'arrivent pas. Les hommes sont formés à tous les niveaux, les soldats au grade le plus élevé, pour que ce genre d'événements tristes n'arrive pas. Mais si ça arrive, bon, la première des choses, c'est qu'on ne doit pas le nier. Et c'est pour ça que je salue le communiqué du gouvernement. Avant de saluer le communiqué du ministère de la Défense, je voudrais sincèrement m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés hier, ceux qui sont tombés aujourd'hui, ceux qui tomberont demain.
Parce que malheureusement, la guerre fait partie de la vie d'une nation. Il faut bien la faire, il faut bien s'y préparer. C'est toujours triste de perdre un homme. Donc, devant ce communiqué, j'ai dit c'est une très bonne chose parce que si on travaille pour que cela n'arrive pas et que cela arrive, on ne doit pas le nier. Justement. On ne doit pas le nier, on doit en parler. Et parce que si on n'en parle pas, on donne l'impression que c'est un acte commandé, alors qu'il s'agit, on va en parler tout à l'heure, de ce qu'on peut appeler le short des obus. On aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Et on vous reçoit à présent, Émile Messi. Bienvenue sur ce plateau avec quelques minutes de retard. Vous êtes celui qui va porter la voix du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sur ce plateau. Bienvenue. Merci de m'accueillir et bonsoir. Des excuses pour ce petit retard. Vous savez que c'est une heure de la journée, de la soirée, il n'est pas très aisé de circuler. J'imagine donc, je suis là et je dis bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal International. C'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à votre invitation. Merci de m'accueillir. On reste avec vous justement pour prendre votre réaction. Le gouvernement camerounais qui a une attitude, est-ce qu'on peut dire proactive par rapport aux événements de Ngarbou qui présentent en effet des similitudes avec le cas de Misson. Comment avez-vous apprécié cette réaction ? Je dois d'abord, au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, s'incliner devant des familles endeuillées. Vous savez, vous avez indiqué que ça fait 9 morts, 4 femmes, 4 hommes et une fillette, un bébé. Vous savez, ça fait mal. Donc, les sincères condoléances aux familles attristées. Et quelle est ma réaction à la chose? C'est que vraiment, il est temps que nous sortions de cette crise. C'est vrai que le colonel tout à l'heure parlait de guerre. Moi, je ne pense pas que ce soit une guerre. Il s'agit tout simplement d'une crise qui divise les Camerounais. Je ne sais pas sur quoi, pourquoi tant de victimes, que ce soit du côté des forces de défense et de sécurité, que ce soit du côté des civils. Je crois que ça en est un peu trop. Il est question aujourd'hui que nous conjuguons les mêmes verbes pour que l'apaisement soit retrouvé de ce côté-là. Mais en attendant, je crois qu'également il faut féliciter royalement nos forces de défense et de sécurité, qui grâce à elles, il faut le dire, nous sommes un peu en paix à Yaoundé et dans tous les pays, dans tout le territoire camerounais. C'est grâce à ces forces de défense et de sécurité que nous n'avons même pas cédé à un seul centimètre carré du territoire national. Donc, c'est des enfants, ce sont nos enfants qui sont dans notre armée. Ce ne sont pas des mercenaires qui sont là-bas. Et en tant qu'hommes et des femmes qui vivent au quotidien, ils ont un corps humain. Vous savez ce que je veux dire? Ils ont un cœur et peuvent donc de temps en temps également dévier, s'égarer et commettre également des fautes. Mais le plus important ici, c'est qu'ils reçoivent le soutien patriotique de tous les Camerounais, qu'ils sachent que le peuple camerounais est derrière eux et que c'est grâce à eux que ce pays-ci est un peu stable aujourd'hui. Maintenant, les raisons pour la crise, nous y reviendrons, pour que chacun de nous, qu'on ne dise pas forcément que c'est des histoires qui concernent le nord-ouest ou le sud-ouest, que c'est d'abord un problème des Camerounais et que ensemble nous devons condamner fermement ceux qui ont pris des armes pour se mettre en guerre contre les institutions, contre les Camerounais. Voilà le problème. Nous ne sommes pas en guerre contre le Nigeria, contre un pays étranger. Il s'agit des enfants d'un même pays qui peut-être s'entendent pas sur une question. Quelle est la question? Le moment est venu pour que nous trouvions des solutions définitives à cette crise qui ne fait que trop durer. Qui ne fait que trop durer, Fatouma, c'est également votre avis au PCRN. 9 morts de plus dans le cadre de ce rebondissement de la crise anglophone. Est-ce que c'est les morts de trop? Alors, un mort, c'est toujours un mort de trop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en mon nom propre et au nom du PCRN, nous regrettons ces morts de trop, justement. Et moi, je vais m'attarder sur un aspect un peu plus pratique, on va dire. Déjà, avant de continuer, je vais également m'incliner devant la mémoire des victimes également de la noyade qui a eu lieu hier, justement, à Makak. Il y a eu 7 victimes, justement. Et tout ça est dû un peu, on va dire que, oui, d'un côté, on a les Ambazoniens qui ont pris les armes. D'un autre côté, il y a une question de responsabilité du gouvernement que moi, je ne voudrais pas occulter. Et je vais revenir dessus. J'ai lu avec attention le communiqué du ministre délégué à la Défense.
signé du capitaine de vaisseau Cyril Atonfa. Oui, du ministère, je voulais dire du ministère, du ministère de la Défense. De la Défense. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il dit que les troupes qui étaient déjà, je veux dire, qui avaient déjà une mission, revenus de mission, ont été redéployés. Ont été immédiatement redéployés. Moi, je questionne le côté psychologique de la situation. Vous savez, on est dans une guerre asymétrique. Ça veut dire que c'est une guerre non conventionnelle. On a du mal à identifier l'ennemi qui se font dans la nature. Ils se font davantage dans la nature parce que on ne l'identifie pas facilement. Il se cache lâchement au sein des populations civiles. Et on a du mal à les identifier justement parce qu'on ne sait pas qui est civil, qui ne l'est pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la plupart de ces combattants ne viennent pas du ciel. Ces gens sont des familles, ont des familles parmi les populations civiles. Dans lesquelles ils vivent même la plupart. D'autres y vivent, d'autres n'y vivent pas. Mais ce sont leurs familles. Et il y a déjà ce lien affectif-là. Exact. Donc, quand l'armée est déployée, l'armée a la mission la plus difficile de l'armée, il faut le dire, ce n'est pas d'en finir avec l'ennemi. C'est déjà d'abord de l'identifier. Et pour l'identifier, il y a le renseignement dans ce genre de guerre dévance l'action armée. Ça veut dire qu'il faut déjà mettre les populations en confiance. Parce que si les populations ne coopèrent pas, il y a une certaine difficulté. Et ces populations-là sont souvent prises entre deux feux, c'est-à-dire qu'entre les combattants amazoniens qui, même bien que faisant partie de leur famille, ne les épargnent pas. Et parfois, justement, des militaires qui, fatigués, ont du mal à cerner qui est concerné et qui ne l'est pas. Vous parlez de renseignements qui devraient précéder l'action sur le terrain, mais il y a des situations inopinées. On est d'accord. On parle bien de patrouilles, donc ils n'avaient pas forcément prévu de tomber sur ces villageois. On est d'accord. Donc moi, ma préoccupation, c'est quoi? Les forces de défense font un travail incroyable sur le terrain. Mais ce communiqué, même s'il veut établir les responsabilités, occulte quelque chose d'important. La responsabilité justement de ces responsables qui a envoyé ces troupes alors qu'elles sortaient déjà de patrouille. Est-ce que l'élément psychologique est pris en compte? Parce que ces gens qui vont sacrifier leur vie sur le terrain, et qu'au bout du compte, ce sont eux qui sont emprisonnés, c'est contre eux qu'on ouvre des enquêtes et tout. On a quand même, moi j'ai peur de dire, on a quand même en face là deux camps de victimes. C'est-à-dire qu'on a les civils qui payent le prix fort parfois, et on a de l'autre côté justement les militaires qui sont sur le terrain, on y revient, qui vivent justement ces difficultés-là, et aujourd'hui qui sont carrément livrés à la vindicte publique. Et c'est une question qu'il faut étudier avec beaucoup de parcimonie. Oui. Merci Fatouma pour cette lecture. On revient à vous, colonel, qui êtes l'expert. Vous avez passé toute votre vie à vivre ce genre de situation. Vous avez vécu quand même 4 guerres. Premier commandant du 21e BRIM. 41e autant pour moi, j'ai inversé les chiffres. Quelle est votre expérience de ce type de situation? Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Bon, comme le disait madame tout à l'heure, il s'agit ici de ce qu'on appelle, sur le plan scientifique, les actions protestataires collectives, ou bien les actions collectives protestataires, qui se différencient des guerres régulières. Bon, c'est ce qu'on appelle vulgairement les insurrections. Et dans ce contexte, l'armée fait face à des groupuscules volatiles, difficilement identifiables. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce soit en Afghanistan, au Cambodge, en Iran, au Cameroun, au Nigeria, ce genre de conflit expose le soldat à ce qu'on appelle la fatigue de la bataille, l'épuisement de la guerre.
il y a un mot qu'on emploie très souvent, le choc des obus. C'est quoi le choc des obus? Le choc des obus, vous voyez, c'est une sorte de trouble névrotique qui survient, qui est lié qui est causé par l'exposition, par le stress lié à l'exposition à la guerre et qui se manifeste par 3 choses. Une hypersensibilité à certains stimuli comme le bruit, la lumière, voilà, les mouvements, et qui s'accompagne des mouvements défensifs incontrôlés. Voilà, ça c'est la première caractéristique du choc des obus. Donc, hypersensibilité à un certain nombre de stimulus. Et je crois que le communiqué du ministre de la Défense a bien parlé des comportements inappropriés, parce qu'en fait, il est illusoire de penser qu'un soldat qui a suivi une formation appropriée sur le droit international humanitaire, le droit de la guerre, délibérément puisse se comporter de cette manière-là. Donc, il est à cause de l'exposition à la guerre. La deuxième conséquence, c'est l'irritabilité facile à certains moments qui vous font poser des actes incontrôlés. Il y a aussi les troubles de sommeil, où vous rêvez toujours de la guerre, vous faites des cauchemars et autres. Mais le plus important ici, c'est les 2 premiers que j'ai cités, les 2 premières conséquences du choc des obus, c'est l'hypersensibilité à un certain nombre de stimuli et, ma foi, l'hypersensibilité aussi à l'irritabilité facile à un certain nombre de choses. Donc, tout ça réuni font que le soldat qui est un être humain, soumis à la pression physique, psychologique, mentale, intellectuelle et autres, à un moment ou à un autre, pose des actes, ma foi, dont il ne se remet pas demain. Je suis sûr qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler de la sanction qui est prévue pour ces soldats, ils sont retirés du front, ils vont être punis, et ainsi de suite. Mais je crois que la sanction la plus lourde, c'est la conscience qu'ils ont, après avoir retrouvé leurs esprits, de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas de plus dure sanction que celle-là. Il pourrait bien aller en prison, mais face à sa conscience, il dit, mais j'ai perdu des pédales. Donc c'est des êtres humains, c'est des êtres qui sont sensibles aussi à l'environnement, l'isolement, la pression, la psychologie et autres, qui font qu'ils perdent. Donc tout ça, ça s'explique, l'épuisement de la guerre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut expliquer cela. C'est pas propre aux forces de défense du Cameroun. Ça existe dans toutes les armées du monde en opération. Il y a eu la Bougaïba avec les Français, l'histoire est pleine d'exemples comme cela. Et puis, c'est des éléments qui arrivent pour un peu, on ne va pas dire pour confirmer la règle, vous parlez d'un Garbou. Il y a bientôt 2 ou 3 ans qu'on a parlé d'un Garbou. Deux ans entre Garbou et maintenant, on n'a plus entendu parler des Cassins comme cela. Ça veut dire que le minimum, c'est que les soldats sur le terrain mettent en œuvre les instructions qui leur ont été données pour le respect de l'ennemi, le respect de l'adversaire, le respect des prescriptions des droits de la guerre et autres. Le colonel à la retraite, Roger Cuiteux, qui parle du choc des obus, c'est certainement ce syndrome dont étaient atteints ces soldats-là qui s'en sont pris aux populations. Mais si on s'en tient au communiqué du gouvernement camerounais, ces villageois étaient hostiles. C'est le terme qui a été employé pour qualifier ces villageois. Qu'est-ce que vous entendez au niveau vous comme représentant de la voix du parti au pouvoir, du RDPC, comme un villageois hostile? Est-ce qu'ils auraient attaqué ces éléments des forces de l'ordre à la machette? Et qu'est-ce qu'on devrait comprendre par des villageois hostiles? Il faut simplement comprendre, et de façon mécanique, aussi simplement que des villageois hostiles, c'est tout simplement un refus de collaborer. Vous comprenez? Il a dit quelque chose tout à l'heure. Ces forces de défense et de sécurité doivent travailler avec ces populations. Vous comprenez? Elles sont là pour garantir la sécurité de ces populations. Or, lorsque ces populations qui savent bien que ces forces de défense et de sécurité sont là pour leur protection, pour leur sécurité, et que ce qu'il faut également souligner, que le communiqué également dit, c'est qu'ils sont dans un contexte qu'un de leurs camarades a disparu. Oui, c'est un frère d'armes qui a disparu. Et que ces populations opposent un refus de coopérer. Ça, le communiqué le souligne également.
refus de coopérer, insidieusement, laisse entendre qu'il y a des soupçons de complicité. Vous le savez. Qui ne saurait expliquer une réaction disproportionnée. Qui ne saurait expliquer, comme le dit bien, une réaction inappropriée et disproportionnée. Mais nous disons... qu'il y a des circonstances atténuantes. Je ne parle pas des circonstances atténuantes. Dans ces conditions-là, nous avons, je parle ici sous le contrôle du colonel à la retraite, que nous avons une armée professionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et quand vous lisez bien ce communiqué, le communiqué dit beaucoup de choses qu'il faut tout simplement exploiter et bien explorer. Est-ce que ces enfants, ces soldats se sont levés pour aller arroser? Non. Ils étaient dans une patrouille, dans des conditions bien précises. Qu'est-ce que cela m'amène à dire? Ça m'amène tout simplement à dire que ce que j'ai dit au début, c'est que la fin de cette crise nous oblige à une franche collaboration de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il faut jouer franc jeu. Imaginons une situation où il n'y a pas de force de sécurité de défense dans ces côtés-là. Ce n'est pas la première fois qu'on dénonce, qu'on voit même cette hostilité visible. Est-ce que c'est la communication, est-ce que c'est la sensibilisation qui ne passe pas? Rappelez-vous encore, il y a quelque temps, avec ce drame de Bouya, où le gendarme Mvogo a été assassiné par des populations. Ce gendarme, il avait tout sur lui pour se défendre, pour se protéger. Mais il est mort en martyr parce qu'il a reconnu d'abord sa bévure, sa faute. Mais qu'est-ce que c'est passé de l'autre côté? Voilà des soldats qui sont en mission de patrouille, leur mission. Ils savent comment ça fonctionne. Voilà les populations qui manifestent une hostilité. Et le communiqué dit bien, craignant que ce qui est arrivé à leurs camarades, c'est-à-dire il est disparu, on ne sait même pas s'il vit, que cela leur arrive, alors ce n'est pas pour justifier leur acte. Mais nous disons, ces enfants, ces soldats ont besoin de notre soutien. D'abord, un soutien psychologique, un soutien mental, pour qu'ils sentent qu'ils sont dans une mission républicaine, une mission patriotique. Le communiqué souligne également que les 4 soldats qui sont coupables ou alors qui sont des présumés coupables de ce qui s'est passé sont aux arrêts et qu'une enquête a été ouverte pour déterminer non seulement les circonstances, mais les responsabilités. Mais en y attendant, soutenons nos forces de défense et de sécurité parce qu'ils abattent un travail extraordinaire. Et il faut le dire, si le Cameroun a gardé ses frontières intactes, son intégrité territoriale, c'est grâce d'abord à ses forces de sécurité, de défense et de sécurité. Fatouma, vous croyez-vous en la thèse de villageois hostiles, parmi lesquels il y avait 2 fillettes, signalons-le, une de 18 mois qui est décédée et une autre de 12 mois qui est blessée dans une formation sanitaire de la place. Est-ce que vous êtes aussi candide, aussi crédule de penser à la thèse de villageois hostiles? Alors, moi, je suis même choquée par l'intervention de mon voisin. Je suis choquée parce que, en voulant décrédibiliser l'armée, il accuse, entre 2 mots, en voulant déresponsabiliser l'armée, pardon, il accuse, entre 2 mots, les populations en face. Je vais vous lire le thème de la fête de l'unité. 20 mai 1972, 20 mai 2022. Cinquantenaire de l'État unitaire, forces de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale. On n'a pas encore un mois. Ça fait pas un mois que nous avons célébré le cinquantenaire. Et on a une situation comme celle-ci. Ce que moi je voudrais dire, c'est que le rôle, avant toute autre explication, le rôle de l'armée, c'est de protéger les populations. Et quand on dit qu'il y a eu 9 morts, 4 femmes, 1 enfant, 4 hommes,
et qu'on me dise que les populations étaient hostiles. Je crois que si vous avez le communiqué en face de vous, vous pouvez lire l'heure à laquelle les militaires ont débarqué. Vous pouvez lire l'heure à laquelle les militaires ont débarqué. On est dans une zone essentiellement chrysogène. Et d'un côté comme de l'autre, tout le monde est sur le qui-vive. Vous avez une incursion en plein milieu de la nuit. Et les populations ne peuvent pas se méfier. C'est-à-dire, autant la mission, elle est légitime, autant on peut comprendre l'attitude de ces populations. Maintenant, on est face à une situation qui est malheureuse. D'accord? Ça ne sert à rien de chercher un responsable, à tout prix chercher un responsable pour déresponsabiliser l'armée. Les efforts, les sacrifices que l'armée fait sur le terrain sont immenses. Ça, personne ne peut le nier. Maintenant, on est face à une situation, et moi, je vous ai dit, j'ai posé la question au début, quelle est la responsabilité du commandement dans cette situation? Quand vous avez des gens qui étaient en patrouille et qu'on redéploie automatiquement, quel était leur état d'esprit? Il y a plein de questions qu'on peut poser, mais on ne peut pas accuser la population victime. J'arrive pas à qualifier ça, d'accuser la population victime, hein, qui n'a pas tué un seul de ces militaires, s'il vous plaît, mais qui a été arrosé et qui a trouvé la mort. Alors, moi, je dis, je reviens sur l'élément psychologique. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a des choses qu'on fait peut-être dans la langue de bois. Est-ce que nous avons suffisamment d'effectifs sur le terrain? Ça, c'est une question légitime. Parce que nous, on connaît les réalités. On connaît des fils de haut gradés qui ne vont jamais sur le terrain. On sait que les gens qui sont envoyés sur le terrain, sont ceux qui n'ont pas, entre guillemets, la côte. Notre armée a besoin de plus... Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, vraiment. Parce que là, on est face à une situation assez complexe. Oui. Et il est hors de question d'accuser la population victime. Tout comme on peut comprendre, moi je trouve que en ces militaires-là, on a trouvé des boucs émissaires. Et il est important de dire ces vérités-là. Vous accusez le... Je dis qu'on a un problème au niveau... De ressources humaines. On a un problème au niveau du commandement. Madame, je vais aller même plus loin. Je vais vous poser une question. On n'a pas que cette situation. On a perdu des autorités administratives dans cette zone. Et l'autre question légitime qui s'est posée, c'est comment est-ce que le parcours d'un convoi est connu par les Ambazoniens. Ils filment, je vous dis, ils filment. C'est-à-dire qu'ils tendent un guet-apens, le cortège tombe dans le guet-apens, ils sont cachés quelque part en train de filmer, ils savent que ces gens vont passer ici aujourd'hui à telle heure, ils filment et ils balancent ça comme étant des éléments de victoire. Hein? On est quand même dans une guerre même de communication. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que aujourd'hui, même sur le terrain, certains posent la question très essentielle de savoir si autant l'armée essaye d'infiltrer, essaye à travers le renseignement, de comprendre, de pouvoir cerner justement l'ennemi, autant de l'autre côté, on craint que le ver soit dans le fruit. Parce qu'il y a des informations que les Amazoniens ne sont pas censés avoir. Vous comprenez? Il y a même une économie de la guerre aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette guerre finisse. Tout ailleurs dans le monde. Hein. Mais bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette guerre finisse. Et on a des militaires, on a des jeunes. Parce qu'il faut aller voir déjà tous ces enfants qu'on vient de prendre. Ils ont quel âge? Ils vont payer le prix fort. Ils vont payer le prix fort. On a les populations civiles qui tombent. Mais entre-temps,
il y a ceux qui ont intérêt à ce que ça se passe comme ça. Là, vous fustigez quelque peu les officiers, le commandement de cette armée-là, mais il faut dire qu'ils ont également des faits armes qui sont à applaudir, comme il y a récemment la libération de la sénatrice Regina Mundi, qui a été très applaudie de l'opinion publique. En réalité, je vais vous dire, je n'accuse pas forcément le commandement, je soulève des questions légitimes, parce que tout... Le colonel est en face, il peut, et je parle sous son contrôle, il peut vous dire qu'il y a des choses, des informations qui ne peuvent pas filtrer si ce n'est pas, en fait, si on n'a pas de quelqu'un de l'intérieur. C'est pour ça que je parle de verre qui est dans le fruit. S'il n'y a pas quelqu'un de l'intérieur qui laisse filtrer ces informations-là, on a des incursions, on a eu des incursions ces jours-ci. Dans le Noun, les Amazoniens sont en train d'extrapoler, entrer dans le Noun, tuer des forces de défense. C'est des choses immondes. Et on a toutes ces réalités-là et on sait très bien qu'il y a à l'intérieur des forces de défense ou je ne sais pas, bref, quelque chose ne va pas et il est temps qu'on se pose les bonnes questions. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions. On a eu, il y a quelques jours, nous le disions, la libération de la sénatrice Regina Mundi qui a été très applaudie. C'était un bond en avant dans peut-être le processus d'accalmie ou de pacification du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun en crise depuis 2016. Mon colonel, est-ce que ce communiqué est un aveu d'échec du gouvernement camerounais finalement? Non. Avant de répondre à votre question, je voudrais reprendre un peu ce que mes deux protagonistes ont dit. Madame a parlé de l'état de fatigue des militaires qui étaient redéployés. Ça rejoint exactement le premier point que j'ai développé, Ceci peut expliquer cela. Et notre compagnie, monsieur a parlé également dans une situation où, durant la patrouille, ils étaient en train de rechercher un de leurs camarades. Mais ça, c'est des conflits émotionnels qu'ils vivent à ce moment-là. Parce que les conflits émotionnels sont créés par quoi, au front, généralement? La perte d'un camarade, la perte du soutien du groupe, comme vous l'avez signalé en demandant qu'il soit soutenu. Ça, ils ont dans une situation d'un conflit émotionnel qu'il est difficile de gérer à ce moment-là. Et c'est pour ça que, en pareille circonstance, ils agissent par secousses défensives involontaires. On appelle ça des secousses défensives involontaires. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'avec le temps, lorsqu'ils reviendront ce qui s'est passé, on se pose la question, mais au fait, qu'est-ce que j'ai fait? Madame a parlé des effectifs. Mais ma foi, on verra peut-être tout à l'heure comment est-ce que ce problème est résolu dans d'autres armées. La jeunesse du Cameroun ne doit pas aller dans l'effort de défense. On en a besoin pour les architectes, les médecins, les ingénieurs et tous les autres corps de métier. Les charges de ceux qui gouvernent la cité sont énormes. Et puis ceux qui gouvernent la cité ont forcément un arbitrage à faire à un certain moment. Si nous avons tous des militaires et qu'on n'a pas de médecins, parce que tous les jeunes sont recrutés à cause d'une guerre, nos problèmes ne sont pas résolus. Pour revenir à votre question, parler du communiqué, non, ce n'est pas un aveu d'échec. Ce n'est pas un aveu d'échec, comme je l'ai dit ab initio. Les militaires sont formés pour que ce qui est arrivé n'arrive pas. Mais pour des raisons qu'on ne peut pas contrôler, ça peut arriver. Et le nier, c'est déjà très bien. On ne peut pas le nier. Il faut le reconnaître, il faut en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, c'est quelqu'un d'autre qui en parle à votre place et de sa manière. Et on aura de la peine pour attraper la vérité. Et se taire, c'est donner l'impression que ces actes, c'était des actes commandés. Alors que c'est des moments où le soldat perd un peu le contrôle du moi et ce qui arrive. Non, ce n'est pas un aveu d'échec. Au contraire, c'est un sens de responsabilité énorme. Nous sommes en train de vivre ce qui se passe en Ukraine et autres. Il y a tellement de faits qui sont régnés par les responsables des deux camps. Donc nous devons absolument saluer le ministère de la Défense qui n'a pas nié ces actes, qui les a acceptés. Et comme le disait David Galola, qui est reconnu comme le Clausewitz de la contre-insurrection, les coupables seront retrouvés, ils seront châtiés. Mais encore une fois, le premier châtiment, eux, ils se l'infligent eux-mêmes.
lorsqu'ils vont revenir à la raison. Émile Messi, il faut dire que cet incident qui s'est produit le 1er juin dernier relance également le débat sur le terrain des questions de l'état des droits de l'homme au front, dans la zone en guerre en ce moment. Dans le cas du massacre de Ngarbou, où au moins 21 villageois ont trouvé la mort, le gouvernement camerounais n'avait pas eu les mêmes réflexes que maintenant. Ils ont d'abord nié, et puis sous la pression, on va dire, c'est vrai qu'on ne met pas la pression à un État, mais avec l'intervention et les sorties répétées des organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch, comme Transparency International, comme l'ONU, finalement une enquête a été menée et des responsabilités ont été établies. Est-ce que ce communiqué ne serait pas une fuite en avant pour éviter d'avoir affaire à ces organismes-là? Je crois que vous avez fait le tour de la question. Vous avez balayé tous les contours de la question, en fait. Et il faut dire que là, contrairement à Ngarbou, il y a une évolution considérable et appréciable de la situation. Vous savez, Ngarbou, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des situations, la communication est allée dans tous les sens, les droits de l'homme se sont mêlés jusqu'au moment où le chef suprême des armées a instruit une enquête, vous voyez, qui a donc révélé tout ce que vous dites là aujourd'hui. Mais, à mission, on n'a pas attendu que les choses aillent dans tous les sens. Le ministère de la Défense a pris ses responsabilités et a communiqué en temps opportun. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a évolution, ou tout au moins, il y a des leçons qu'on a tirées de Ngarbou. Et aujourd'hui, il nous pose clairement la situation dans ce communiqué qui dit beaucoup de choses en réalité, pour moi. Et puis, de communiquer, ça ne suffit pas. On dit qu'il y a une enquête qui est également instruite pour déterminer les circonstances de ce drame et qu'on dégage les responsabilités. Des leçons tirées, mais quand même les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Bien évidemment, c'est pour ça que moi je vous dis toujours que ce sont nos enfants qui sont là. Cette armée-là est composée des Camerounais. Ils ne viennent pas du ciel, ils ne viennent pas d'autres pays. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères qui y sont, avec tous qui sont allés avec. Vous comprenez? C'est pour cela que la formation permanente, l'encadrement, moi j'ai mis un point d'honneur sur le soutien de ces enfants. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème des effectifs. Il est réel. Il vous a répondu en disant qu'on ne peut pas faire un pays où tous les enfants vont dans l'armée. Encore que nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle. C'est des choses, c'est des crises, c'est des malentendus qui amènent, qui obligent les Camerounais à se ressaisir. Est-ce que la question de leur état psychologique, voire psychiatrique, est également adressée au niveau du ministère de la Défense? Vous savez que pendant qu'on est même à Nisson là, il y a eu ces 9 gendarmes qui sont tombés quelque temps après, sous le coup des terroristes. Ces 9 gendarmes du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, des éléments bien formés. 9 sont tombés par ces terroristes-là. Vous imaginez, c'est des vies. Ces enfants-là, ce sont leurs camarades qui tombent. Au-delà de tout ce qu'on va dire. Mais ils se disent qu'à tout moment, nous pouvons tomber également dans les mêmes situations. D'où l'intérêt de la collaboration de ces villageois, que ce qu'on appelle villageois, de ces populations. Au-delà des populations, de tous les acteurs. La franche collaboration. On a évoqué ici ceux qui tirent des ficelles, qui tirent des dividendes de cette guerre. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut le dénoncer. Il faut que cela s'arrête. Et que nous sachions que cette armée, qu'on a tendance, c'est vrai, ils ont commis des bavures. Le ministre de la Défense est le premier à reconnaître. Et que des sanctions vont suivre. Mais condamne peut-être pas. Par l'avenir, c'est des enfants qui ont besoin de l'encadrement. Il faut insister là-dessus. Et ces enfants ont également besoin de la coopération des populations. Parce que ce ne sont pas des marabouts qui vont dire que... Et ils savent, quand on fait une patrouille quelque part, parfois on a des informations qu'il faut juste simplement vérifier en organisant des patrouilles comme ça. Ils étaient forcément en mission commandée. Mais lorsqu'il y a donc cette hostilité des populations-là, vous voyez, c'est des êtres humains également, même s'ils portent la tenue et des armes. C'est des gens aussi qui se disent qu'à tout moment, ce qui est arrivé à notre camarade, à nos camarades, peut également nous arriver. Ça, il faut le dire. Pourquoi les populations, l'hostilité des populations, pourquoi cette hostilité-là? C'est une question qu'il faut bien creuser. Or, ces gens-là sont pour qui? C'est d'abord pour leur protection, c'est pour leur sécurité. Pourquoi donc ça ne passe pas? Quelle est
l'illusion que ces populations entretiennent jusqu'à présent par rapport à cette crise-là, c'est que les forces de défense et de sécurité sont de trop. Qu'il fallait peut-être libérer ce territoire-là, qu'ils s'en servent comme ils veulent. Non, non, qu'ils comprennent que c'est des illusions. Ce pays-ci restera un et indivisible. Il faut commencer à tenir le discours de la vérité à ces populations-là. C'est en tout cas l'option. Et qui gagnerait à coopérer avec l'armée. Voilà la solution. C'est l'option assumée par votre président national, le président de la République, Paul Biya. Le Cameroun reste un et indivisible tel que consacré par la Constitution camerounaise. Mon colonel, vous pensez également que dans cette histoire, il y a juste 2 camps, 2 victimes? Difficile de dire, parce que nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on est dans une guerre irrégulière et la guerre, personne ne l'a souhaitée. Lorsqu'on dit généralement que personne n'a jamais gagné une guerre, vous comprenez très bien que les victimes sont nombreuses. Ceux qui ont des enfants qui ont envoyé là-bas, nous tous, nous avons le cœur qui saigne aujourd'hui, que ceux qui sont morts là-bas, on ne les connaît pas. On n'a pas de relation particulière, mais il y a que ce lien affectif d'appartenance à un pays qui fait que nous nous sentions concernés et nous nous sentons aussi proches des parents dont les enfants sont tombés là-bas et qui tomberont là-bas et qui sont tombés hier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, ce n'est pas 2 camps de victimes. Les victimes sont collatérales, elles sont nombreuses et, ma foi, c'est dommage parce que autant la guerre est insensée, autant on dit aussi que la plus grande leçon de l'histoire, c'est que personne n'a jamais retenu les leçons de l'histoire. Tout le monde sait que la guerre n'est pas bonne, mais tout le monde y va. Mais bon, c'est un questionnement qu'on se pose, comme disent les autres. Fatouma, dans le cas, si on peut se référer à l'histoire, dans le cas de Ngarbou, une enquête a également été ouverte. Ngarbou, le 14 février 2020, 2 ans plus tard, l'enquête n'a pas encore livré son verdict. Est-ce que, dans le cas de Misson, il y a l'espoir d'une justice? Quel est l'avis du politique? Écoutez, déjà, on sait tous, en fait, comment ça marche et c'est un peu regrettable. Déjà, je voulais revenir sur l'intervention de mon voisin qui a parlé de collaboration des populations. Vous savez, autant on parle de militaires, d'état psychologique de militaires, autant il y a un état psychologique de civils. Ouais. Vous voyez, quand du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une situation de guerre que vous n'avez pas demandé, et puis vous êtes pris entre 2 feux, vous êtes entre les Ambazoniens, vous êtes l'armée débarque et tout, et qu'il y a un cas de bavure. Nous, on prend ça simplement, nous sommes assis ici, nous ne vivons pas la réalité. Il y a des gens qui ont tout perdu. Ils ont traversé les champs, ils ont quitté d'une ville à une autre. Ils sont quittés d'une ville à une autre à pied, traversés dans les champs pour éviter d'être tués. Ils ont tout perdu, ils ont perdu des membres de leur famille, leur maison, ils ont perdu leur petit métier. Et puis, vous avez une bavure. Il y a un problème de crise de confiance. C'est-à-dire que la relation qui devrait exister entre les populations et l'armée, c'est une relation de confiance qui fait en sorte que la population se sente en sécurité et qu'elle soit ouverte à coopérer. Mais avec les bavures, et surtout quand elles se multiplient, surtout qu'en face, on a un discours qui leur dit, qui est entretenu, on n'est pas aimé. On est traité comme des marginaux. Même quand vous ne voulez pas tenir compte de certains trucs et que vous voyez votre enfant, l'enfant de votre voisine, je ne sais pas, qui tombe sous l'effet d'une bavure, vous avez du mal à analyser ça comme nous sommes en train de le faire ici parce que nous vivons en sécurité. Mais en tout cas, le discours officiel de l'armée camerounaise est de faire la promotion d'une armée-nation, la proximité de l'armée par rapport aux populations dans tous les domaines de la vie. Je suis en train de venir. C'est pour cela que je dis, il y a donc un problème de crise de confiance et en face, vous voyez, on se retrouve donc maintenant avec une relation plus, comment je veux dire, répressive. C'est ce qu'ils ressentent. On parle des victimes, on parle Vous êtes dans la tête des civils. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que notre armée ne fait pas d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'on a vu l'armée construire des ponts, on l'a vu enseigner les enfants dans les zones où il n'y avait plus d'école, on a vu l'armée fait énormément de choses, mais je veux dire que c'est facile
vous savez, la complexité d'une zone de crise. C'est facile de dire que non, les populations doivent collaborer. Ce n'est pas aussi évident que ça. C'est pour cela que le moins on a des cas de bavure de ce genre, le mieux c'est. Justement, on va peut-être tirer vers la fin de ce débrief avec vous, colonel. Que faire pour que des bévues comme celle de Misson, comme celle de Ngarbou n'arrivent plus? Comment prévenir au lieu de guérir? Comment prévenir? Il faut d'abord prévenir la guerre, qu'elle n'arrive pas. Moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs que j'aime de loin un collaborateur qui sait éviter les problèmes que celui qui sait résoudre un problème. Lorsqu'un problème arrive déjà, il y a un traumatisme. Parfois des traumatismes irréversibles. Ça, nous ne sommes plus à cette phase-là. Mais maintenant, nous sommes dans une situation où les soldats ont perdu le contrôle. Le post-traumatic syndrome disease, il faut qu'on y pense. Moi, quand on pense à prendre en compte l'état psychologique, qu'on puisse faire comme dans d'autres armées, créer des sas de décompression pour toutes les unités ou bien pour des individus. On en a besoin, c'est pas facile. À titre personnel, il n'y a pas longtemps que j'ai arrêté de pleurer pour évacuer. Les ordres que j'ai donnés, les ordres que j'ai reçus, les ordres que j'ai eu à exécuter moi-même, ça vous marque profondément. Donc, et puis, si on veut regarder un peu ce que l'armée américaine a eu à faire, l'armée américaine, dans les années 60, a expérimenté, par exemple, la rotation fréquente des personnels au front. Alors, ça rejoint le problème de madame, les effectifs. Les effectifs. Ça rejoint le problème des effectifs, ça rejoint dans le problème de l'arbitrage, des gouvernants. Il faut roter en permanence les effectifs, l'armée américaine donner des repas chauds en permanence, créer des loisirs, donner des congés loin des zones conflictogènes. Loin des zones de conflit. Et voilà, à un certain moment, ils ont déclaré qu'ils n'avaient plus de problème de PTSD dans leur armée. Ça, c'était dans les années 60. Mais en 69, avec le Vietnam, ces mêmes problèmes sont revenus avec les personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Aussi. En Irak, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution définitive à ce genre de comportement pour le soldat. Dans tous les cas, la guerre s'imposant aux hommes, il faut bien s'y préparer. Et se préparer aussi, c'est dire qu'il ne s'agit pas simplement de la force physique du soldat sur le terrain, il s'agit de son mental, il s'agit de contrôler ses troubles psychologiques avant, pendant et après les conflits. Émile Messi, alors que la session de juin s'ouvre au Parlement, il y a quelques jours en tout cas, la session s'est ouverte, est-ce que la solution viendrait peut-être des élus de la nation au sein du RDPC? Je crois que la solution est là, la solution est simple. On peut moderniser l'armée, on peut prendre l'absence psychologique des armées et tout, mais tant que les terroristes existeront au nord-ouest et au sud-ouest, on est loin de sortir de l'auberge. Et pour y mettre un terme, le chef de l'État a créé des structures de dialogue permanentes. Il faut condamner systématiquement, sans langue de bois, les terroristes qui ont pris ces deux régions en otage. Moi, je crois qu'il faut commencer par là, les condamner et les réduire à la plus simple expression. Le chef de l'État a créé les centres de DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Que ces gens-là déposent des armes, qu'ils intègrent la société, qu'on dialogue et qu'on reprenne la vie normalement. Voilà la solution. Sauf que comment faire en sorte que le dialogue au RDPC n'est pas leur solution de dialogue. C'est pour cela que quelles que soient les mésententes, quels que soient les sons discordants, le début c'est d'abord de déposer des armes. Que les terroristes déposent des armes, qu'ils sortent du maquis et qu'ils reviennent à la République. Poser maintenant donc des problèmes sur la table. Nous sommes des humains, ce qui caractérise l'humain, c'est parce que c'est ce que l'homme a une capacité, a une intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est de trouver des solutions à des situations complexes. Voilà. Et en tout dialogue, il faut également savoir faire des compromissions. Des compromissions. Ça veut dire quoi? Si nous admettons, dans un premier temps, que nous restons dans une république, aucun centimètre du territoire ne sera cédé. Nous discutons, nous dialoguons, parce que nous sommes d'abord des Camerounais. Nous ne sommes pas devenus des Camerounais à partir d'un décret. C'est l'histoire qui l'a voulu et c'est l'humanité qui l'a voulu. Les nations fortes aujourd'hui
le sont parce qu'ils sont soudés, parce qu'ils sont ensemble. Au moment où on est en train de raffermir notre unité nationale, c'est là que les crises identitaires se posent. Non, voilà le début de la solution. Que nous rentrions dans la République et que nous déposions des armes, parce que ce soit du côté des civils, que ce soit du côté des forces de défense et de sécurité, nous en perdons des Camerounais chaque jour. Et ça devient comme une guerre idiote, parce que sans intérêt. Qu'est-ce que nous discutons? Qu'est-ce que les Camerounais discutent sur le territoire camerounais? Parlons le langage de la vérité. C'est pour ça que moi j'ai dit, ces populations-là doivent savoir qu'ils sont dans la République et que l'armée est là pour leur protection. Et que l'illusion d'une sécession est à évacuer. À évacuer, parce que beaucoup y pensent et y croient. Parce que l'idée est entretenue par ces sécessionnistes-là que si jamais nous sommes indépendants, tout le monde deviendra milliardaire parce que nous regorgeons beaucoup de richesses. C'est des illusions. C'est des illusions qu'il faut évacuer dans la communication et la franche collaboration, non seulement des populations, mais également même cette élite locale. Les partis politiques doivent également jouer franc jeu. On a vu certains politiciens qui se servaient de cette crise-là pour avoir des positions qui n'étaient pas tout à fait responsables. Il est question qu'aujourd'hui, que nous disons que nous condamnions systématiquement cette crise et que nous demandions à nos enfants de déposer des armes et de rentrer dans la République, quels que soient les problèmes qu'on va poser sur la table, on finira par trouver des solutions. Trouver une solution. Fatouma, pour vous, d'où viendrait la solution, non seulement à cette crise qui n'a que trop duré, mais également à ce type de bévue? Alors, la première solution que le président de la République avait proposée et qui semblait salutaire, c'était l'organisation du grand dialogue national. Alors, qui dit grand dialogue dit petit dialogue. Normalement, d'autres dialogues devraient suivre. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Monseigneur Christian Toumi de Regretter Mémoire a attendu en vain la All Anglophone Conference jusqu'à ces derniers jours. Ça n'a jamais eu lieu et on n'a même pas l'impression que ça aura jamais lieu au Cameroun. La deuxième des choses que je dois dire, c'est qu'on ne peut pas faire de dialogue sans les concernés. Ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Alors, lorsqu'on a organisé le grand dialogue national, on se rappelle que notamment des leaders sécessionnistes, notamment Ayabacho et Mancho Bibixi, s'était proposé de participer au dialogue national pour pouvoir mettre fin justement à la crise anglophone. Malheureusement, on ne leur a pas donné cette chance. À partir de là, il y a des dés ont été pipés, à mon avis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise anglophone est à la fois identitaire et autonomiste. Elle est identitaire et autonomiste. Elle est identitaire parce que malheureusement, nous sommes en train de nous faire la guerre sur un héritage colonial. Nous sommes d'un côté les anglophones, de l'autre côté les francophones, et ça c'est la première conséquence de l'État unitaire. Parce que c'est bien beau de dire que rentrer dans la République et tout, mais il faut repenser la République. Ça c'est la réalité. Aujourd'hui, ce que le PCRN propose, c'est justement un bilinguisme total. On a créé une commission du multiculturalisme et du bilinguisme dont les actions sont encore tout à fait inaudibles. Aujourd'hui, le PCRN demande le retour, en fait, le bilinguisme total, c'est-à-dire qu'on parle anglais et français sur toute l'étendue du territoire. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de problème anglophone. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut dire que l'action de la commission Monsongue est méthodique et elle va crescendo. Crescendo, d'accord. C'est quoi cette action? On a déjà une action de sensibilisation qui se fait. Écoutez, je vais vous dire, entre-temps, les gens sont en train de mourir. Le problème avec notre gouvernement, c'est qu'on a des actions, comment je veux dire ça, des actions lentes. Des actions, on veut des actions qui portent, on veut des choses, on veut des actions concrètes. Vous comprenez? Aujourd'hui, si on dit que l'anglais et le français, quels sont les problèmes qui ont été posés sur la table? Le système judiciaire, le système académique. Si pardon. Le Cameroun... Reprenez votre souffle. Si le Cameroun
applique un bilinguisme total, qu'on parle l'anglais et le français sur toute l'étendue du territoire, le problème anglophone disparaît. On synchronise, on harmonise les systèmes académiques, les systèmes scolaires, l'enseignement supérieur, les systèmes judiciaires. Ces problèmes sont résolus. C'est-à-dire que la même loi s'applique à tous. Mais Fatouma, vous n'allez pas le faire en un jour. Je peux vous dire que ces préoccupations sont... je suis en train de venir. Dans le plan d'action de la commission Moussongué, on tire vers la fin de l'émission. Je suis en train de venir. Oui. J'ai parlé de crise identitaire. Pour faire disparaître la crise identitaire qui relève de l'héritage colonial, il faut faire disparaître le bilinguisme partiel. Oui. La deuxième des choses, c'est la crise autonomiste. L'État unitaire a montré ses limites. Aujourd'hui, les populations veulent s'autogérer. La proposition du PCRN, c'est le fédéralisme communautaire. D'autres ont parlé de fédéralisme à 2 États et tout. Mais si on parle de fédéralisme à 2 États, c'est qu'on maintient le bilinguisme partiel, qui est un réel problème. Donc aujourd'hui, il est question de booster un développement qui va du bas vers le haut. Parce que l'État seul ne peut pas faire le travail sur toute l'étendue de la nation. Et on ne peut pas... Aujourd'hui, les gens ont besoin de se développer et il faut leur donner les moyens. Il faut que le développement soit participatif et que chacun soit responsable que chaque localité soit responsable de son propre développement. C'est ce à quoi prétend la décentralisation qui est en cours au Cameroun. Émile voudrait réagir. Une décentralisation fictive. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche encore l'impact des régions en vain. Ce qu'il faut dire, c'est que le Cameroun a fait des avancées considérables. Des nations ont pris des siècles et des siècles pour se construire. Et on ne peut pas dire qu'il faut trouver des solutions immédiates. Nous sommes une nation qui est en construction. Nous sommes en chantier. Le bilinguisme, qui est une richesse au Cameroun, liée par rapport à notre histoire, ne doit pas se décréter comme pour dire que désormais tous les Camerounais sont... Non. Il s'agit là d'un héritage qu'il faut préserver, mais également vulgariser. C'est une entourloupe. Aujourd'hui, dans la commission du bilinguisme et du multiculturalisme est de faire de tous les Camerounais des bilingues, tout en encourageant les cultures nationales. Bon, anglais, français ou anglais et langue institutionnel. Maintenant, sur le plan institutionnel, vous savez que nous avons 2 sous-systèmes qui sont en train d'être vulgarisés aujourd'hui. Il faut simplement voir les nombres de lycées bilingues qui sont créés dans tout le Cameroun, où chaque parent a la possibilité d'inscrire son enfant dans le système voulu. Voilà des choix. Il ne s'agit pas simplement de faire du maraboutisme. Vous avez évoqué la décentralisation, qui est une réponse appropriée par rapport à ces questions identitaires et autonomistes. C'est vrai, beaucoup de Camerounais voudraient se prendre en charge aujourd'hui. Et avec le grand dialogue, nous sommes donc arrivés à ce statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui est une réponse appropriée, qui revient un peu à la situation d'après des indépendances, où on a désormais une chambre des chefs avec un intermédiaire, ce qu'ils appellent un médiateur. Ça fait donc aujourd'hui, ces populations, de ce côté-là, peuvent directement s'impliquer dans la gestion des choses de leur localité. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. On devrait poursuivre le débat sur la décentralisation. La décentralisation. Dans une autre émission, ne vivent pas la avec le régime, le statut spécial de ces 2 régions-là. Aujourd'hui on ne encore, peut pas nier qu'il y a une avancée. On a de l'administration qui a la même mise. Nous sommes des États nous arrivons au terme de cette émission. La décentralisation avec du certainement dans notre débrief, je vous prie, on était en train de chercher les solutions pour éviter les béviers. Il n'y a pas de solution dans l'État unitaire. Oui, colonel, votre mot de fin. Oui, alors mon mot de fin, c'est que M. Messia parlait de déposer les armes. Le Cameroun n'invente pas l'action protestataire collective. Voilà ce qu'on appelle vulgairement les insurrections. Ça existe dans tous les pays du monde. Donc c'est devenu presque comme une science. Et l'une des choses que nous devons faire, c'est de connaître l'ennemi. Et pour connaître l'ennemi ou l'adversaire, il faut le respecter. Moi, j'ai constaté que beaucoup de Camerounais détestent les Amazoniens ou autres. Non.
on doit les respecter, parce que c'est un ennemi qui nous fait du mal. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait lorsque j'ai eu à combattre le Boko Haram. Je lui ai accordé le plus grand respect possible, et c'est ce qui m'a permis un peu de prendre le dessus sur lui. On doit le respecter, pourquoi? Parce que ces gars, certains parmi eux ont atteint ce qu'on appelle le seuil d'inversion. Le seuil d'inversion, ça veut dire qu'ils n'ont pour logique d'action que la violence. Donc on doit pouvoir mettre en œuvre, il y a des concepts stratégiques.